Slash by Adio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 3e épisode de Slash by Adeo, le podcast consacré à la tech. Aujourd'hui, on ouvre un chapitre essentiel, comment un retailer, un détaillant, devient une software compagnie, une entreprise tech, voire peut-être même une big tech. On en parlera ensemble. Qu'est-ce que ça change pour les développeurs? Quelle place y trouver pour les jeunes talents? Et comment l'IA est venue bousculer tout ça, ou pas du tout? Pour en parler, on reçoit dans cet épisode Pierre, Deputy CTO chez Adeo. Pierre a une expérience en start-up, en grand groupe et à l'international, et aujourd'hui, il pilote l'ingénierie des fondations d'Adeo. Ça veut dire l'infrastructure, les data, les données, les outils pour les développeurs, les plateformes, la gouvernance tech, bref, tout ce qui fait tourner un groupe de 23 entreprises, dont Leroy Merlin, Bricoman, Weldon, présentes dans plus de 11 pays. Et puis c'est aussi lui qui est à l'origine du programme AI for Dev, un programme qui a déjà formé 700 personnes à l'IA, et j'ai très envie d'en parler avec lui. Bonjour Pierre. Bonjour Mathieu. Comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va très bien, merci beaucoup de nous recevoir ici, chez Adeo. Et j'ai envie de te proposer un petit défi pour commencer. Nous prouver que vendre une perceuse chez Leroy Merlin, par exemple, c'est beaucoup plus tech, beaucoup plus technique, beaucoup plus intéressant qu'il n'y paraît. Est-ce que c'est un défi qui te convient? Bien sûr, je le relève, et les collaborateurs chez Adeo le relèvent tous les jours. Il faut quand même se rendre compte que Adeo, c'est 1200 points de vente au travers de nos différentes marques. C'est 30 milliards de chiffre d'affaires annuel. C'est 9% de notre chiffre d'affaires online. Et donc, pour soutenir ce grand business, il faut énormément de systèmes. Ok, donc 9% en e-commerce. J'imagine que vous êtes un des sites e-commerce les plus visités dans certains pays, on va dire dans Complètement. top 10, top 20. Top 10 au moins, et les équipes font un super boulot, souvent dans les premiers, et en France, presque toujours dans les premiers. Et ce qui est marrant, c'est quand on pense à votre marché, au retail et même au bricolage, on ne se dit pas que c'est une entreprise très tech, c'est pas ce qui nous vient à l'idée. Pourquoi, selon toi, c'est une erreur de faire cette approximation? C'est une grande erreur. Encore une fois, on est une entreprise mondiale qui a une supply chain vraiment mondiale, de nombreux entrepôts, de nombreux points de vente, une présence e-commerce, marketplace dans tous les pays où nous opérons. Tu imagines, c'est des millions de clients qui achètent chez nous, et donc la data est massive, et pour pouvoir servir et recevoir cette data, on expose plus de 1000 microservices par exemple. Ok, donc 1000 microservices. D'un côté, il y a le e-commerce. Tu nous disais, il y a aussi des questions logistiques, de stock, qui sont évidemment maintenant gérées par système informatique. Si on rentre un petit peu dans le détail, qu'est-ce qui vous rend tech au sens fort du mot tech? Capacité, on a déjà se transformer. C'est ça la technologie, en fait, l'innovation. C'est aussi Donc, se transformer. passer d'une entreprise qui n'était pas forcément orientée tech à une entreprise qui l'est. Complètement. Tu vois, on fêtait les 100 ans de Leroy Merlin très récemment, quelques années. Voilà, au départ, on n'avait pas de système de check-out autonome. On avait des caissiers et on échangeait du cash. Donc, on a fait évoluer notre technologie et notre manière de répondre aux attentes des consommateurs, qui aujourd'hui sont des consommateurs qui ont un mobile et qui s'attendent à avoir des expériences en ligne. Et donc, ça nous a amené à créer des systèmes digitaux. Et ces systèmes digitaux, pour servir une entreprise comme la nôtre, sont conséquents. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on parle un peu à comment on prépare les devs, les développeurs qui viennent travailler, qui viennent travailler pour vous, potentiellement les futurs talents qui ne travaillent pas encore aujourd'hui, qui sont encore en études. Comment on les prépare et on les accompagne dans leurs compétences tech. À quoi aujourd'hui ça ressemble un développeur qui réussit, qui s'épanouit chez Adeo en 2025, bientôt 2026? Un développeur qui s'épanouit chez Adeo, c'est un développeur qui a le choix de sa carrière. C'est quelque chose dont on parle depuis plusieurs années. Moi, étant développeur, je sais de mon expérience qu'on a plusieurs
velléités, plusieurs types de volontés qui s'expriment dans la carrière d'un développeur, qui peuvent être bien sûr de faire du management, d'encadrer, de partager son expérience, de planifier, c'est très très important, mais aussi de se focaliser sur l'expertise, la collaboration open source, de développer des systèmes distribués, de faire de l'algorithmie avancée, etc. Et ce n'était pas quelque chose qui... Enfin, on avait fait évoluer nos carrières chez ADO, nos dénominations, mais il n'y avait pas de clarté encore sur avoir le choix entre devenir manager ou continuer un chemin de carrière individuel contributeur, ce qui était un petit peu frustrant parce que les développeurs pouvaient avoir l'impression que pour grandir dans leur carrière, il fallait devenir manager, quoi. Et c'est souvent le cas. Et c'est peut-être souvent le cas aussi dans notre industrie. Et c'est dommage parce qu'il faut d'excellents managers, évidemment, il y a des gens qui ont envie de le faire, mais pour les bonnes raisons, pas seulement pour avoir des galons ou être augmenté financièrement. Il faut aussi que l'expertise profonde, on le voit, notre système d'information est énorme, on a besoin de grands experts, de grands ingénieurs qui comprennent notre système, qui sont capables de l'architecturer sur des centaines, voire des milliers de personnes. Et donc, cela fait maintenant quelques années qu'on travaille et que l'on déploie un plan de carrière pour nos contributeurs individuels ainsi que pour nos managers, qui sait remercier l'un comme l'autre et qui est clair sur moi, en tant que nouvel arrivant chez ADO ou sortant d'études, voilà le chemin, voilà les compétences que je vais développer, sur lesquelles ADO va m'accompagner, sur différents types de typologies de métiers. Hein. On est bien sûr, on parle de software engineering, mais on parle aussi beaucoup d'AI, on parle de data, on parle de sécurité, on parle d'avoir la capacité d'appliquer le software engineering aux opérations également. Donc voilà, tout ce panel est disponible dans le plan de carrière individuel contributeur. Ah, donc ça, c'est une des actions que vous avez lancées, c'est le plan de carrière, où on peut choisir un petit peu à la carte ce que l'employé, ce qu'on a envie de faire, que ça soit du management, que ça soit de monter en expérience et en expertise. Ça, c'est possible. Moi, ce qui m'intéresse, tu as parlé de contribution open source. Souvent, quand on est développeur, quand on est ingénieur, on a évidemment envie de travailler pour une entreprise qui nous anime, dont le produit nous intéresse. Mais c'est vrai que, par exemple, si on peut en plus faire des petites contributions open source sur des projets qu'on aime bien à côté, sur avoir un petit peu cette liberté de fouiller, d'explorer. Tu parlais d'un concept que je connaissais pas bien, c'est l'inner source. Ah oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et ce que ça apporte à votre plan de carrière justement que tu viens de nous présenter? On est familier avec l'open source, le logiciel libre distribué, et d'ailleurs qui fait tourner le monde finalement. Hein. Linux, c'est dans les voitures, dans les machines à laver, c'est disponible partout, Android. Dans les entreprises, il nous faut collaborer. Et donc on s'est inspiré du modèle open source, je parle de l'industrie, hein. On s'est inspiré du modèle open source pour pouvoir échanger du logiciel à l'intérieur d'une entreprise. Et on appelle ça inner source. Donc ça reprend beaucoup des codes et des méthodes de l'open source, clairement, sur avoir des mainteneurs clairs, avoir un contrat clair entre celui qui produit le software et qui le met à disposition, mais aussi être très ouvert sur parler du logiciel, des fonctionnalités qu'on aimerait voir du logiciel, et permettre, bien sûr, de faire des modifications de ce logiciel et de les proposer aux autres membres de la communauté. C'est l'inner source. On fait beaucoup d'inner source chez ADO. On collabore, par exemple, on fait du software pour les software engineers. C'est-à-dire beaucoup de bibliothèques. Par exemple, on est familier avec les bibliothèques dans la programmation. Ça nous permet de réutiliser du code qui a été fait par d'autres. Par exemple, en Python, on utilise des bibliothèques qui sont faites par de grands scientifiques qui ont fait des algorithmes très avancés pour faire des maths, Ils nous pour ont faire bien aidés. pour faire du calcul de matrice. Je ne vais pas l'implémenter moi-même, je vais plutôt utiliser le travail de quelqu'un qui a fait un doctorat dessus. De la même manière, chez ADO, on met à disposition des bibliothèques, et des mainteneurs de notre communauté mettent à disposition des bibliothèques qui permettent, par exemple, de t'intégrer avec notre observabilité dans nos standards. Et donc, quand tu développes une application,
en utilisant cette bibliothèque inner source, tu es compliant avec nos standards et ça te facilite la vie. Tu peux t'intégrer facilement avec notre plateforme d'identité qui s'assure de sécuriser l'authentification de ton application. Voilà, des exemples un peu concrets. Donc si je résume, c'est un petit peu choper la philosophie de l'open source et la ramener en interne dans un grand groupe qui est comme ADO, où j'imagine que maintenant c'est un petit peu standard dans l'industrie. Mais voilà, c'est reprendre la philosophie à une communauté, on va dire, une communauté bien particulière, ici ADO. Est-ce que parfois il y a quand même des petits blocages sur l'accompagnement d'un développeur, d'un ingénieur dans la montée en compétences? Et c'est quoi un petit peu les solutions? Est-ce que ça va passer par des formations, par des ateliers? Bien sûr, formation, atelier, on adore les dojos, c'est ce qu'on fait. Qu'est-ce que c'est? Un dojo, c'est un peu comme dans les arts martiaux, on se met ensemble et on pratique des katas. C'est-à-dire qu'on a une problématique, par exemple, moi, avec les ingénieurs de notre plateforme, on se dit qu'on aimerait progresser sur nos tests unitaires, on aimerait en faire plus. On se met ensemble, on a préparé bien sûr en amont quelles peuvent être les méthodologies qui nous aident, et ensemble, on travaille à implémenter des tests unitaires pour nos applications sur des vrais cas concrets. Donc ça, par exemple, ça aide, ça permet à ceux qui sont plus avancés ou experts de soutenir aussi. Cette idée de mentorat, elle est clé, d'être capable d'avoir des gens plus seniors dans l'organisation qui ont des relations de proximité avec des plus juniors dans leurs équipes et surtout dans d'autres. Ça permet aussi parfois de permettre aux plus juniors de poser la question où ils ont un petit peu peur d'être jugés, à d'autres qui ne sont pas vraiment dans leur chaîne de management, de sortir de son équipe, de rencontrer de nouvelles personnes, d'échanger. Donc le mentorat est vraiment quelque chose qui est très très important aussi. Ouais. Ok, donc j'imagine tout un tas d'outils pour accompagner les 3000, 4000 développeurs que vous avez On a 4000, on dit qu'on a à peu près 4500 dans le digital et la moitié de développeurs. Ok. Je vais regarder un petit peu dans le futur. À ton avis, évidemment, il y a énormément de changements entre le marché du développeur, entre guillemets, qui est monté en flèche, et puis là, maintenant, peut-être qu'il se tarit un peu, l'arrivée de l'intelligence artificielle. On connaît un petit peu le contexte de 2025 sur le marché de l'emploi du développeur. C'est quoi, selon toi, les bonnes compétences à avoir pour un développeur? Là, quelqu'un qui serait encore en études, sortirait bientôt. Il faut qu'il travaille quoi? Que ça soit peut-être du savoir-être, du savoir-faire, du savoir-apprendre. Savoir apprendre, curiosité, le monde évolue vite. De semaine en semaine, de nouveaux modèles sortent, de nouvelles méthodologies, de nouvelles manières d'intégrer ces applications avec les systèmes d'IA, l'agentique qui arrive. Donc il faut avoir cette curiosité, cette capacité, cette volonté d'apprentissage, c'est sûr. Tu disais, le contact humain, la compréhension, la communication est d'autant plus importante que nos outils nous permettent de faire tout un tas de choses où on vous laisse enfermer pendant des heures pour pouvoir se focaliser sur un algorithme. Certains de nos outils nous aident à faire ça un petit peu plus facilement et nous permettent de s'ouvrir et de mieux comprendre les enjeux. Et donc les compétences humaines sont vraiment quelque chose qui est très très important. Surtout quand on écoute certains qui nous disent que peut-être qu'on automatisera une grande partie de ce que l'on fait aujourd'hui dans le développement. D'autant plus important de pouvoir se connecter à son écosystème, de comprendre son métier pour continuer à créer de la valeur. Et c'est même d'autant plus excitant de encore mieux participer à ce qui se passe dans son entreprise. Et je pense important. Donc voilà, les soft skills sont clés. Bien sûr, les compétences techniques. L'IA, je peux en parler à l'instant, va nous permet d'automatiser aujourd'hui beaucoup de choses. Malgré tout, elle fait quand même des erreurs toujours. On ne sait pas où on sera dans 2 ans, mais moi, ce que je considère, c'est maintenant. Et maintenant, aujourd'hui, on a toujours besoin de software engineers qui sont experts, qui peuvent revoir ce que fait l'intelligence artificielle pour eux, parce qu'au bout du compte, c'est toujours eux qui maintiennent le software en production. Justement, moi je te propose, c'est maintenant de parler un peu d'IA. C'est quasiment incontournable quand on fait un podcast tech en ce moment. Vous avez mis en place un programme qui s'appelle AI for Dev. Est-ce que tu peux juste déjà nous expliquer en 30 secondes, c'est quoi ce programme? Alors ce programme, il est né cette année. Notre CIO nous a lancé. On a eu beaucoup de conversations. Enfin, ça fait 2 ans qu'on a des conversations autour de l'IA. Mais là, cette année, on a vu avec la sortie de GPT-4 l'année d'avant,
Claude Sonnet 4.5, que, en tout cas pour nous développeurs, c'est vraiment useful. On peut vraiment l'utiliser aujourd'hui, ça peut vraiment nous aider dans notre travail du quotidien. Donc notre CIO nous a dit, OK, on en discute beaucoup, maintenant on est prêt, il faut y aller. Je me suis posé la question, ouais, mais comment est-ce qu'on y va? On prend des outils. Non, il faut déjà qu'on se pose, il faut embarquer tout le monde. Ce qu'on cherche à faire, c'est un changement. C'est un changement de l'entreprise. Et le changement de l'entreprise, c'est la somme des changements individuels. Ce qu'il nous faut, c'est surtout être en proximité, c'est surtout expliquer à nos développeurs comment est-ce qu'ils peuvent l'utiliser dans leur quotidien sur des gestes pragmatiques, sur des choses qui les aident au quotidien, sur de la génération de tests. Ouais, voilà, tu as 2-3 exemples. Ouais, la Donc, les génération tests, de tests. qui embêtent à peu près 90% des... Moi, j'adorais écrire des tests, mais je trouve que c'est pas super fun pour les développeurs. Et on le voit dans nos statistiques, c'est quelque chose sur lequel il faut toujours qu'on s'améliore. Ok, Donc ouais, là, les tests. les tests, top. La documentation, c'est toujours le parent pauvre, mais c'est tellement important quand on reprend un projet ou quand on onboard un nouveau membre de nos équipes d'avoir une belle documentation. Super useful pour ça. On a un beau patrimoine, qui sont les applications au travers desquelles passent des milliards d'euros. Ces applications sont quand même vieillissantes, il faut qu'on les améliore. Et pour ça, l'IA nous aide. Ce sont des projets qui sont longs, qui sont difficiles, parfois on perd la documentation, parfois on n'a pas les tests. Ou l'expertise. Ou l'expertise. Et pour ça, l'IA est quand même vraiment utile. Toujours l'ingénieur dans devant au volant, disons. In the driving seat, I wanted to say. Mais l'IA pour l'assister. Ok. Donc pour finalement un petit peu revenir sur le legacy du vieux code qu'on a envie de remettre un petit peu à jour, on sait que c'est un souci qu'il y a énormément dans les banques, par exemple. Ils dépensent des millions à essayer de mettre à jour des systèmes vieillissants et c'est compliqué pour elles. Et donc voilà, essayer de mettre à jour ces systèmes. Et alors, c'est quoi un petit peu les réactions et les diverses réactions? J'imagine que, bon, il y en a, ils devaient être convaincus dès le départ. Trop chouette, on va m'apprendre à coder avec de l'IA. J'imagine que d'autres, c'était plus compliqué. C'est quoi un petit peu ce qu'il en est sorti de ces ateliers? Bien sûr, quand on avait des conversations de couloir, il y avait bien sûr des collaborateurs qui étaient inquiets. Et il était d'autant plus important de leur montrer en quoi déjà ça ne les remplace pas aujourd'hui, hein, pragmatiquement, mais aussi en fait ça peut les aider. Beaucoup de collaborateurs sont revenus après ces sessions d'enablement, ces sessions de formation, en disant ouais en fait c'est plutôt simple et ça rentre dans mon quotidien de manière simple et je me sens finalement pas vraiment en danger, quoi. C'est plutôt un outil très utile comme l'autocomplétion que je pouvais avoir avant dans mon interface qui m'aidait. Finalement, c'est pas si magique, mais c'est quand même super utile. Et donc, tu vois, on a pu former cet été 700 développeurs. D'ailleurs, je remercie l'équipe qui a travaillé sur ce programme parce qu'on a monté ce programme en quelques semaines. On l'a lancé, on l'a amélioré toutes les semaines. Il y a eu beaucoup d'annonces aussi dans le monde de l'IA alors qu'on faisait ces formations en direct, une fois par semaine, 2 heures. Pour nous, c'était important de pouvoir avoir ce lien avec les développeurs, alors qu'on leur expliquait comment utiliser ces outils au travers de labs. On a systématiquement 2 petits labs pour pouvoir manipuler en séance et pouvoir aussi répondre aux questions. Donc la bonne façon pour vous de faire, ça a été en fait de faire des ateliers en présentiel majoritairement, très concrets, avec des labos, accompagnés par des experts. Ces experts d'ailleurs, comment on les forme eux-mêmes, comment ils arrivent à suivre l'immensité des actualités qui se passent dans le monde de l'IA, à toujours être à la pointe de la technologie. C'est des questions, enfin, ça va tellement vite en fait qu'on n'a jamais eu de rupture, j'ai l'impression, qui va aussi vite, et c'est limite dur à suivre. Moi, j'arrive plus à suivre. On les a pas fait en présentiel, on les a fait en remote. Non, pardon, c'est moi qui me suis mal exprimé. Moi, je me couche peut-être un peu trop tard ces derniers temps parce qu'il y a beaucoup d'annonces, mais c'est la passion aussi qui parle, tu vois. Moi et les membres de cette équipe, on était 7,
on est vraiment intéressé par ce sujet et c'est un sujet sur lequel on se documente tous les jours. On est très connecté avec ce qui se passe dans l'écosystème. On le suit de très près. C'est naturel pour nous de le faire. C'est-à-dire que ce n'étaient pas des experts de l'IA qui sont venus euh, raconter, faire un cours magistral. C'est plutôt des ingénieurs adoptant de nouveaux outils, se tenant vraiment au courant profondément de comment les utiliser et comment ils fonctionnent, qui venaient partager. C'est de la veille constante. C'est de la veille constante. Et c'est ce qu'on disait vraiment dans notre matériel. On disait, on est expert parce qu'on apprend. On n'a aussi pas la réponse à tout, mais on vous promet qu'on vous donnera les réponses et qu'on ira les chercher et qu'on va apprendre ensemble. C'était l'idée. Pourquoi c'est maintenant que vous vous êtes dit c'est le bon moment pour embarquer une grosse boîte, telle ADO, tu as dit 700 formés, dans des ateliers d'IA? On voit très bien que le développeur seul chez soi, il peut s'intéresser très vite quand il y a une rupture technologique. Souvent, il y a un petit temps pour que ça arrive dans les grosses boîtes. Là, moi, je m'étais dit qu'il fallait encore attendre 2-3 ans. On voit bien, les modèles ne sont pas matures. Tous les 6 mois, ils sont de plus en plus forts. Pourquoi maintenant? Ça m'intéresse de savoir pourquoi vous avez choisi, c'était le bon moment pour embarquer la plupart des développeurs. Maturité des modèles, et je veux dire, on est quand même, on est presque 2000 développeurs, on fait des systèmes qui sont complexes, hein. On fait des systèmes non réels qui sont complexes, on coordonne certains coordonnent des dizaines, voire des centaines de microservices. On adopte énormément de technologies open source, on contribue à l'open source. Donc c'est vraiment dans notre culture. Il y a énormément de nouveautés dans Kubernetes, dans l'automatisation de l'infrastructure, qu'on adopte en avance du reste de l'industrie retail ou même d'autres industries, Pour parce qu'on a rester la précurseur. capacité, parce qu'on a envie et parce qu'on sait que c'est ce qui nous permettra de servir nos collaborateurs et nos clients. On veut apprendre à utiliser ces systèmes pour faire de bonnes expériences pour nos collaborateurs et nos clients, et donc on investit dans cette capacité à tester pragmatiquement, hein, on a aussi des budgets, etc. Et quand quelque chose peut fonctionner ou sert à un besoin métier, savoir l'adopter et le déployer dans notre système. Et alors, toute petite question en 20 secondes, est-ce que vous avez une base de code commune qu'un système IA peut utiliser? Est-ce que vous avez une base de documentation ou c'est plutôt un petit peu partagé? Documentation, c'est compliqué. Oui, on y travaille. Documentation, c'est compliqué. Parce que, encore une fois, on est dans une belle ancienne maison. Et donc, on est passé au travers de différents systèmes, de différentes méthodes. Et c'est un peu archéologique, ça fait des couches sédimentaires. Je pense que toutes les entreprises ont un petit peu cette problématique-là. Mais c'est quelque chose qu'on adresse vraiment aujourd'hui, qui est vraiment, vraiment top of mind pour moi et pour les équipes. Parce que à l'ère de l'IA, une mauvaise documentation, une documentation que l'IA ne sait pas et ancienne, peut amener à de mauvaises réponses et à faire que l'IA n'est pas vraiment utile finalement au collaborateur ou à l'ingénieur. Donc s'assurer de la qualité de données est un enjeu clé sur lequel on travaille aujourd'hui, qualité de données en général et documentation en particulier. Qu'est-ce qu'on dit à ce jeune qui est en fin d'études, qui a profondément envie de travailler dans l'informatique, mais qui se dit quand même que avec l'IA, fondamentalement, si je fais mes calculs, le marché potentiellement des développeurs va se réduire. On a beau lui dire que non, on ne va pas remplacer de job. Moi, j'ai envie de comprendre pourquoi. Pourquoi on peut dire non, en fait, il n'y a pas de souci à se faire. Il n'y a pas de souci à se faire à partir du moment où on se projette, à partir du moment où on a envie de le faire. Je veux dire, beaucoup, à un moment de l'histoire, sont mis à faire de l'informatique parce que ça peut être des jobs, déjà un marché qui est large, hein, donc on trouve un job facilement, et des jobs qui sont relativement bien payés. Très bien. Moi, je fais de l'informatique par passion parce que j'aime l'informatique. Je viens d'un background électronique. Voilà, j'ai pivoté dans ma carrière, hein, même si on ne fait pas d'informatique sans électronique. Donc deux choses. Déjà, il faut croire en ce métier, se projeter dans ce métier avec ses forces et ses challenges. Et puis aussi, il faut savoir en tant que jeune et moins jeune, je parle pour moi, se dire qu'une carrière, c'est pas juste une voie tracée, qu'elle peut évoluer. Chez nous, chez Leroy Merlin, on parle de carrière zigzag. C'est-à-dire qu'on peut, et on est d'ailleurs encouragé, on est soutenu, hein, c'est pas simple, mais on est bien accompagné si on se dit que on veut switcher vers de la finance,
alors qu'on vient d'un métier où on achète des produits, c'est possible et on sera soutenu. Et j'encourage aussi les jeunes à se dire que dans ma carrière, je peux, marche après marche, en avoir plusieurs finalement. Et de ce que j'ai appris de ma carrière d'avant, ça peut me servir pour ma carrière d'après. Justement, je rebondis juste sur, tu m'as dit que tu avais un passé d'électronicien. Mmh mh. J'en ai un également, je je Mmh. je je suis un passionné d'électronique. Mmh. Qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui? En quelques mots, Mmh. du coup, tu es passé plus dans l'informatique, mais Mmh. qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir un background, des connaissances, en électronique? Mmh. Compréhension, jusqu'au plus bas niveau. C'est toujours bien et on se sent toujours beaucoup plus confortable quand on comprend ce qui se passe un petit peu plus bas, un petit peu plus proche du métal et puis ça démystifie aussi, en fait, c'est juste des ordinateurs et c'est plein d'ordinateurs qui sont connectés ensemble. C'est finalement pas si fou et pas si complexe. J'ai toujours aimé les puzzles, et bon, que je fasse de l'informatique maintenant, c'est finalement la continuité. Donc encore une fois, voilà, je suis devenu informaticien parce que j'ai fait de l'électronique. J'ai fait de l'électronique parce que je voulais faire de l'électronique du son, parce que j'étais passionné je suis passionné de musique. Voilà, on évolue, Passion et curiosité, on si je dois. évolue avec passion et curiosité. Et tant qu'on évolue avec passion et curiosité, on fait toujours quelque chose qui est forcément passionnant. Alors, je suis le premier honnêtement à être passionné, par ce sujet qu'est l'IA et ces évolutions qu'on voit, qu'on assiste à l'émergence, pardon, de ces technologies. Mais moi, ça me pose une question, c'est comment on garde l'humain au centre, et non pas la machine? C'est une question, j'ai l'impression, qui se pose un peu à chaque, rupture technologique. Et moi, ça m'a surpris parce qu'en discutant avec toi, vous évoquez avoir une culture très orale. Ça va un peu à rebours de certaines sociétés tech aujourd'hui, où le tout écrit est souvent valorisé, l'asynchrone, les communications asynchrones également. Pourquoi vous avez cet attachement à la culture orale qui va plutôt à rebours de ce qui se fait dans les autres Ouais, entreprises? bah, ça vient de qui on est des commerçants. Là, on est une boîte de Bonne réponse. commerçants, donc voilà, on fait ci, on fait ça, on se lance, on y va. C'est une boîte d'entrepreneurs. Ceux qui ont monté notre boîte, ce sont des entrepreneurs. C'est de là d'où on vient et j'adore cette culture parce que beaucoup de choses se font au café, on décide des choses et on a toujours de l'aide de ses collègues. On demande aux collègues qui est à côté de soi: «J'arrive pas à faire ça. Attends, je vais t'envoyer vers Philippe ou vers Jean-Pierre, je te donne le contact» et pouf, pouf, on arrive toujours à résoudre les problèmes. Mais en tant qu'informaticien aussi, on se dit: «Ah, il me faut plus de documentation parce que j'ai besoin d'aller demander à plusieurs personnes». Donc il Tirailler faut entre les deux. voilà, tirailler entre les 2, mais on veut vraiment garder, enfin, on veut vraiment, vraiment garder, et tu vois, c'est dans notre carrière passe, dans le mentorat, on encourage le mentorat, pour ceux qui sont plus seniors dans notre organisation d'engineering, parce que c'est en parlant qu'on apprend, c'est en se voyant dans les yeux, on est des animaux qui ont évolué comme ça, qu'on crée des contacts et des liens forts et qu'on crée la confiance. Donc voilà, l'un doit servir l'autre. Effectivement, des informaticiens, il faut avoir des choses documentées, mais malgré tout, on est des humains et on a un projet humain ensemble, et on sert des clients et des collaborateurs. Et donc, utiliser la machine pour faire les choses qui sont automatisables, pour garder plus de temps à se dire c'est quoi notre projet ensemble, c'est quoi qu'on essaye de faire, quel problème on essaye de résoudre ensemble. Apprends-moi des choses, je vais t'en apprendre d'autres. Et comment on garde cet état d'esprit oral, dans la communication, aller chercher la bonne personne pour avoir la bonne info, quand, aujourd'hui vous avez dit, enfin tu m'as dit, vous êtes 4 500 dans le numérique. Comment on garde cet état d'esprit? Il faut s'organiser aussi, hein. Il faut avoir, des structures organisationnelles, des rituels, Quel rituel? on a des gouvernances, donc on a des rituels autour de gouvernance. Par exemple, je te donne un exemple, pour décider de technologies qu'on utilise chez ADO. Heu, ouh, heu, on est des BU qui ont des capacités, de créer du logiciel, qui sont tout aussi smart, que d'autres BU qui ont envie d'avancer, qui ont envie de servir leur business. D'accord, mais si on choisit tous des technologies différentes au sein du groupe, il y a un facteur coût qui devient, pratiquement exponentiel, pas de capitalisation, on discute plus du coût parce qu'on n'utilise pas les technologies, beaucoup de points négatifs. Donc ce qu'on a organisé pour garder cet esprit,
Vraiment, on est ensemble, on est one team. Quelqu'un chez ADO dans une BU, c'est pareil que chez ADO Service. On contribue, on a une voix. Donc, on a fait une gouvernance qui est inspirée de la CNCF. Peut-être expliquer la CNCF. La CNCF, c'est la Cloud Native Computing Foundation, qui est sous la fondation Linux, qui incube et maintient les grands projets open source autour des solutions et des technologies d'infrastructure. Par exemple, Kubernetes. Je pense que généralement, ça parle à tout le monde. Et donc, ils ont un modèle où ils ont des groupes spéciaux d'intérêt, des Special Interest Groups, qui sont spécialisés sur une technologie, qui sont des experts, qui expérimentent et qui légifèrent, qui font des propositions, en tout cas, sur une technologie. Nous, on a la même chose, autour des bases de données, autour de la sécurité, autour de l'observabilité, on en a une quinzaine. Ça, c'est l'organe qui fait de la recherche et développement, cherche des nouvelles technologies, etc. Représentatif des business units d'ADO. Donc, on a une pluralité d'experts au travers de l'entreprise. Et puis, on a un organe votant qui s'appelle le TOC, qui est lui aussi représentatif des business units et qui, basé sur les propositions des SIG, va voter. Ah, on veut utiliser, par exemple, cette solution de caching Valkey open source pour remplacer Redis qui devient licence propriétaire. Il nous monte un dossier, c'est des dossiers, hein, c'est un beau dossier bien étayé, solide, parce qu'il y a des enjeux métiers quand même derrière, des enjeux business et des enjeux de coûts. C'est présenté en asynchrone. Si on a besoin de se voir, on discute. Souvent, on se chatte beaucoup. Culture orale, oui, mais on chatte aussi beaucoup. Cet organe votant prend des décisions. C'est OK, c'est pas OK. Et il prend des décisions sur cette technologie-là, c'est la technologie recommandée à ADO parce qu'elle est intégrée à notre écosystème. On a fait une analyse de coût, on a fait une analyse d'usage, ça marche bien. Cette technologie-là, non, on ne veut plus l'utiliser pour des questions de coût, pour des questions légales, pour des questions de scalabilité, etc. Voilà. Et ça, c'est comment est-ce qu'on prend des décisions dans un groupe de cette envergure-là, avec tellement d'experts qui sont distribués au travers du monde, mais en gardant cet esprit one team, on bosse ensemble. Donc en fait, vous avez un peu recréé un organe de démocratie représentative au sein d'ADO pour les choix technologiques. C'est ça qui est intéressant, c'est pour les choix technologiques. Pour les choix technologiques, ouais. Très surprenant, j'ai jamais entendu ça. Très surprenant. Qu'est-ce qui te rend le plus fier dans le côté humain de la tech? Parce que c'est assez facile de l'oublier. Est-ce qu'il y a une anecdote, un défi, un challenge que tu as relevé où tu étais vraiment content du côté humain qui est ressorti d'un projet profondément tech? Je dirais, on a des gens qui font un travail formidable. On en revient par exemple aux mainteneurs de nos bibliothèques. Je veux dire, on a peu de personnes qui travaillent pour des milliers de personnes. Comme un peu à l'instar de l'open source. Ouais. Souvent, de très grands projets open source, il y a quelques mainteneurs et c'est des millions d'utilisateurs. On a aussi la même chose chez nous sur nos bibliothèques. Et c'est des gens qui, alors qu'on n'avait pas encore le Career Pass, et on est en train de monter en puissance sur le Career Pass, où c'est vraiment reconnu que tu participes à ce type de travail et ton manager libère le temps pour que tu puisses travailler sur ce type de choses qui est du patrimoine commun. Énormément de nos collabs le faisaient à la force de la conviction en se disant oui, si c'est important de le faire parce que ça va servir des centaines de personnes, quoi. Quand je parle avec ces gens-là, l'énergie qu'ils y mettent, le support qu'ils apportent à tant de centaines et de milliers de personnes pour leur faciliter la vie, ça me fait toujours un petit quelque chose. Ça me fait toujours vibrer en disant wow, ils s'investissent vraiment dans la boîte, ils s'investissent vraiment pour leurs collègues. Donc c'est l'investissement et puis aussi, j'imagine, un peu comme souvent, l'impact en fait qu'on va avoir sur au final des milliers, peut-être même des millions de personnes pour ceux qui s'adressent aux clients. Ok. On arrive à la fin déjà, mais avant de conclure, je voudrais te poser quelques questions pour, on va dire, les plus curieux, les plus passionnés. C'est un thème qui est revenu souvent dans ce podcast. Si un jeune hésite entre rejoindre ADO ou ce qu'on appelle une big tech, une société tech très souvent américaine,
avec les dernières technologies utilisées, tu lui dis quoi? Je lui dirais de bien se poser la question de comment est-ce qu'il va être accompagné dans sa carrière. Big Tech, c'est passionnant, hein, on ne va pas se mentir non plus. Par contre, c'est des grosses machines. Il y a peut-être plus d'enjeux de produire, de performer, ce qui peut être une bonne chose, hein. Chacun doit trouver ce qu'il cherche. Nous, ça peut être étonnant, mais je parlais d'inner source, je parlais de bibliothèque distribuée, je parlais de la taille de notre infrastructure. On fait des choses qui sont vraiment très, très, très avancées. On a souvent le retour d'entreprises de la région ou d'entreprises en France, et voire même à l'international, qui nous disent: « Ah bon, vous faites ça? Vous faites du routing sur des modèles IA? Ah ouais, vous avez autant de développeurs? Ah ouais, votre site e-commerce, il y a quand même beaucoup de trafic. Ah ouais, vous êtes dans l'ordre des 60 000 requêtes secondes. Ah ouais. » Enfin, voilà. Pour servir, Il y a des challenges. il y a des challenges pour servir autant de clients et bien les servir et évoluer avec le marché. Il y a énormément de challenges tech. On a la chance d'avoir un board, d'avoir des leaders dans notre Global Leader Team qui investissent dans la technologie, qui comprennent que la technologie est importante pour bien servir nos collaborateurs et nos clients. Et on a la chance d'avoir les moyens de nos ambitions tech. OK, et je confirme 60 000 requêtes secondes. Il y a quelques challenges derrière. Je me remets dans la peau de ce jeune. Moi, j'ai discuté avec un ami. En effet, il y en a qui n'ont pas du tout envie de devenir manager une fois qu'ils ont un peu évolué. Donc, il y a un peu la peur de, en fait, si j'ai envie de continuer, il faut que je sois manager. Tu y as répondu avec le Career Pass. Il y a une deuxième peur, c'est un petit peu le côté politique des grandes boîtes. On n'a pas envie d'arriver dans une machine où on doit tout négocier, n'importe quel petit choix ou n'importe quelle, je sais pas, n'importe quelle décision. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour ne pas faire fuir ces jeunes, pour que juste ils s'épanouissent à coder en fait? Dépend de l'entreprise. Nous, le choix qu'on a fait, c'est d'avoir cette gouvernance distribuée qui permet à chacun d'avoir une voix aussi. Hein, les développeurs sont encouragés à participer, ne serait-ce que donner une idée. Donner une voix en fait, c'est Donner peut-être une ça la voix. solution. Ouais, la solution, c'est de donner une voix, être écouté. C'est hyper important. On le fait aussi dans nos dojos, on le fait aussi dans notre gouvernance. On a aussi, c'est vraiment l'âme d'ADO, on a souvent des moments en plénière avec le management, voire même avec le top management, où tout le monde a une voix, où tout le monde peut poser une question. On a des journées en conférence, séminaire, on en a beaucoup, hein, où on a vraiment des tribunes ouvertes où chacun va pouvoir poser sa question et avoir du feedback. La culture du feedback est clé, le feedback. Ça nous vient du magasin. En magasin, c'est feedback, c'est tout de suite. Il y a quelque chose qui ne va pas, tu me le dis, on le règle. Et on le vit aussi dans notre quotidien, le feedback. Donc la culture orale et le feedback, finalement, on retrouve le côté retail jusque dans la tech de chez ADO. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer, peut-être un message qui te tient à cœur? Message qui me tient à cœur, aujourd'hui on est dans un moment de bouleversement technologique. En lisant les médias, on peut avoir une vision techno-utopiste ou catastrophique. Moi, je trouve que c'est plutôt un peu plus prosaïque, finalement. C'est des super outils qui vont nous aider, qui vont aider la science, qui aident déjà la science, hein. AlphaFold en est un superbe exemple. Et l'IA pour la science est un sujet passionnant. Un sujet passionnant, avec déjà des avancées incroyables. Donc, je pense qu'il faut être un petit peu plus terre à terre, ne pas se stresser, ne pas avoir peur que du jour au lendemain, il n'y ait plus de job dans la tech. Encore une fois, je suis assez stoïque dans ce sens-là, où on ne peut que prendre ses propres décisions et vivre avec. Donc, pour, par exemple, les jeunes qui se destinent à une carrière dans le software engineering, c'est toujours une magnifique carrière.
C'est toujours des défis super intéressants d'optimiser des systèmes et de construire de tels systèmes. Il ne faut absolument pas hésiter à choisir cette carrière de mon point de vue. Donc embrasser le changement et rester curieux, si je devais résumer. Merci beaucoup Pierre pour le temps que tu nous as consacré dans ton planning assez chargé. Et merci à vous de nous avoir écoutés et de nous avoir suivis jusqu'ici. Si ça vous a plu, je vous encourage à aller écouter les autres épisodes du podcast Slash sur toutes les plateformes d'écoute et également sur la chaîne YouTube d'ADO Positive Tech. Merci et à bientôt sur Slash. Slash by ADO. Real Talks, Retail Tech.